you think that Mr. Khomeini, uneducated person, he could have planned all this, masterminded all this, set up all the organization? I know that one man alone could not have done it. This I know. J'avais décidé de répondre à l'invitation d'un ex-collègue d'université. J'avais décidé de voyager dans un des pays de l'axe du mal pour comprendre de quel mal on parlait. L'Iran venait d'être cité encore une fois par les États-Unis comme l'État le plus impliqué dans le support du terrorisme. Je me suis donc rendu à Téhéran à la recherche des fanatiques, des terroristes, des femmes voilées et lapidées. Premières impressions. De la station de bus à la cabine téléphonique, au café des rues, des femmes couvertes de noir marchent péniblement sous un soleil brûlant. Pas de doute, c'était bien l'image qu'on nous donne de cet axe du mal. J'avais rencontré Mohamed, mot pour les intimes, à l'université du Sussex en Angleterre. Nous préparions tous les deux une thèse. Mo était boursier du régime de Khomeini. Il avait été envoyé en Angleterre pour faire partie des nouveaux cadres et dirigeants du pays. Il y a une étrange atmosphère de liberté dans le bus. Il n'y avait pas d'image de Khomeini et le seul terroriste se trouvait assis en face de moi. Il s'appelait Samir et avait 6 ans. Pas de quoi déclencher une guerre. Personne d'ailleurs ne s'était plaint du choix de la vidéo faite par le chauffeur. La loi du régime islamique est pourtant claire. Une femme ne peut se produire en spectacle ou chanter à la seule condition d'être accompagnée d'un homme. Celle que la vidéo nous montrait, sans foulard et en mini-jupe à guicheuse, franchissait toutes les limites. Les passagers se sont même mis à rire discrètement lorsque le chauffeur a passé Marmoulak, un film censuré sur les péripéties d'un voleur déguisé en mollah. Au fur et à mesure qu'on se rapproche de la capitale, l'air se densifie et devient irrespirable. On estime que plus de 2 millions de véhicules circulent à Téhéran, la plupart ayant plus de 20 ans. Ce sont principalement de vieux modèles anglais, produits localement. Il en résulte une pollution dévastatrice. 1,5 million de tonnes de gaz nocifs sont rejetées chaque année dans l'air, faisant de Téhéran une des villes les plus polluées au monde. Ici, les femmes sont les premières cibles des lois de la République islamique. Le port du manteau et du tchador est obligatoire. Il leur est interdit, impossible même, de sortir découvertes. La police religieuse est là pour faire respecter la loi. À Téhéran, je retrouve Sadr. C'est une artiste iranienne que j'avais rencontrée à Paris dans son atelier. Sadr n'est pas une dissidente, loin de là. Elle vient d'inaugurer une exposition sur son œuvre au musée d'art moderne de Téhéran. Dans son appartement, elle parle plus librement et elle me montre un recueil publié à l'occasion de son vernissage. Vous savez, pour moi, c'était un foulard, c'était une chose très superficielle. C'était très beau. Ici, vous voyez, mon jupe était jusqu'ici. Alors, ils ont fait celle-ci jusqu'à là pour ne pas voir mes jambes. Vous voyez, ce n'est pas... Mais comment... Du fait de la représentation qu'en font habituellement les médias occidentaux, on n'est pas loin d'imaginer le régime islamique iranien identique au monde médiéval des talibans d'Afghanistan. Seul l'aéroport de Téhéran donne cependant cette impression d'austérité. On découvre une ville en plein boom économique dès qu'on s'en éloigne. De nouvelles tours de verre se dressent partout, desservies par des échangeurs routiers, des autoroutes, des centres commerciaux. Le concept de piéton n'existe pas. La voiture est ici le seul et quasi unique moyen de transport. Les nouvelles routes et résidences sont construites sans trottoir. Un architecte de Téhéran, qui n'a pas voulu que je le filme, m'a expliqué que la spéculation immobilière rend Téhéran encore plus invivable et chaotique. Les habitants se retrouvent littéralement prisonniers de leur tour. Un véritable chaos urbain entretenu par les politiques, car souvent ce sont les membres du gouvernement qui s'attribuent eux-mêmes les permis de construire. Ici, où que l'on se déplace,
c'est toujours sous l'œil bienveillant des chefs de la Révolution. Et comme si ce rappel incessant du pouvoir ne suffisait pas, les polices sont omniprésentes. La police religieuse est la plus crainte des jeunes. On la trouve devant chaque lycée et collège, devant chaque centre commercial, à l'entrée de chaque parc de la ville. Leur van vert, toujours très reconnaissable, est prêt à intervenir et à embarquer quiconque commet la moindre infraction aux mœurs de la République. Car ici, les tentations sont fortes. Il est presque partout impossible de filmer, et je ne parle pas des bases militaires en périphérie de la ville. La police devient particulièrement nerveuse lorsque j'essaye de filmer les centres commerciaux. Ils ne désemplissent pas d'une jeunesse fascinée par le style de vie et les marques occidentales. Même histoire dans les jardins publics. Systématiquement, dès que je sors ma caméra, un gardien ou un policier en civil accourt vers moi pour me rappeler l'interdiction de filmer. La police religieuse ne laisse rien passer. Impossible de se tenir par la main, de marcher trop près l'un de l'autre. Les médias iraniens s'alarment du relâchement des mœurs et s'insurgent contre ces couples non mariés qui osent se rencontrer dans les parcs. Le gouvernement parle d'imposer un habit national, une tunique noire aux dimensions réglementées que chaque femme devra porter en public. Souvent, des jeunes filles se font arrêter pour un maquillage trop voyant, des talons trop hauts ou un tchador pas assez couvrant. Phénomène incroyable pour une république islamique, selon des statistiques non officielles, 80% des femmes se sont fait refaire le nez. Avec grand mal, un ami iranien me fait rencontrer un chirurgien esthétique qui veut bien témoigner. Bien sûr, pas de caméra, mais la salle d'attente est pleine. The Caucasian noses, as we had before the invasion of Arabs to Iran, they had Caucasian noses, like we call it Roman noses. But you know, the Arab type of ethnic group of Arabs, the nose has a curve on it and the tip is short. So it is a curve that, you know, these curves on a face make the face seem to be elder. You know, it seems to be old because of the curve. So they prefer to improve it. Of course, the Western models and artists and supermodels are not ineffective in that decision. She's very beautiful. Yeah, very beautiful. So you did the nose too? Yes, I did it. I was 18 before I went to the university because it was ugly. So very much like most of the Iranians. As for attracting opposite sex for marriage, it works also because at the first glance, the eye captures and then the heart. That's the point. I really didn't want to. My mother actually forced me to. And I dare say, at the present time, it's a $1 million business. Let's see. Yes, I can say 80% of my friends in the university. Yeah. Did this activity increase before the revolution or at the revolution? Or it was increasing, and it was increasing. If you want to take the role of revolution in the increase of the oppression, might be because only the face was seen in by public, but in the same time we have increasing number of liposuction, mammoplasty, abdominoplasty that is not seen by the public and is not seen in a, you know, because of the forbidden of nudism. C'est Iran toujours. On ne sait pas, nous ne sommes pas comme Marocains, comme Tunisiens, croyants. Nous sommes très mensonges, on dit beaucoup. Nous ne sommes pas très croyants en Iran.
Autre-temps, tout le monde avec bikini, très moderne, durant le show. J'ai les photos que j'ai montrées à vous. Okay, you are actually seeing me like this, and I'm walking in the street just like this, so everybody can see me. You know, we are not very religious. You know, if there is conflict between the demand of the person for improvement and their religious beliefs, it's a conflict. I have had persons like that. But when you just focus on them, they prefer to be improved. Yeah. They prefer to be improved. That's why they come and ask for surgery. I have had many patients with a scarf and religious beliefs. In the point of the religious leaders, they, as far as I know, they have not forbidden. Of course, there are some stories I have heard of some patients that the body should go to the heaven with the same original shape, something like that. But it's very, very rare that they say it. It's a matter of privacy. Are you afraid of the Islamic police? Sure I am. The hell I am. Paradoxalement, le gouvernement ferme les yeux sur le permis de mariage provisoire. On peut l'acheter librement aux vendeurs ambulants au feu rouge. C'est un document qui permet à un homme de passer légalement quelques jours ou quelques heures avec une femme qui de fait devient sa femme légitime, mais surtout provisoire. C'est aux mollahs que revient de signer l'acte de mariage provisoire, ce qu'ils font sans problème pour quelques dizaines de dollars. J'ai retrouvé Mohamed à l'université de Téhéran. Ici, on enseigne le Coran en priorité. Les autres matières sont délaissées et le niveau baisse sans cesse. J'apprends seulement qu'une manifestation étudiante a été sévèrement réprimée par la police quelques mois auparavant et qu'elle a été complètement ignorée des médias occidentaux. Je pars alors à la recherche de quelques étudiants ayant participé à ces manifestations. Je prends la route pour Mozoulé, un petit village de montagne au nord du pays, loin de la capitale. Mon chauffeur est un ex-camionneur qui, après 5 accidents graves, a décidé qu'il ferait moins de dégâts avec un taxi. Il ne faut pas avoir peur, mais je ne suis pas rassuré du tout, car ici les statistiques sont terriblement mauvaises. 40 000 morts sur les routes chaque année, le record du monde. À Mozoulé, l'air est respirable et la température en dessous des 40 degrés. Malgré le tourisme, le village est resté traditionnel. Pas de police religieuse en vue. On y respire aussi un air de liberté, on se tient par la main. Le seul mollah qui représente l'ordre habite au pied du village. Un sergent Garcia local, jugé sans danger par les couples, mariés ou non, qui viennent passer quelques nuits au-dessus de sa tête, dans des chambres chez l'habitant. Je loue une chambre à 2 pas de la mosquée. Les haut-parleurs me font craindre un réveil matinal. Mais les heures passent et toujours pas de muezzin, l'appel à la prière. La mosquée est elle aussi incroyablement vide. Est-ce que les télés, les journaux occidentaux nous auraient menti? Où sont les hordes de fanatiques qui brûlent les drapeaux des pays infidèles? Je rencontre Amir, un ancien étudiant de Téhéran. Il s'est réfugié à Mozoulé il y a 4 ans, après que ses compagnons de classe se soient mis à disparaître mystérieusement. L'air de la montagne m'a fait du bien, et en parlant avec Amir, je remets certaines pièces du puzzle en place. Ici, 1 litre de carburant coûte moins de 10 centimes d'euros le litre. À première vue, rien d'anormal pour un pays qui possède plus de 10% des réserves mondiales de pétrole. Cependant, ce prix dérisoire n'est rendu possible que par des subventions effarantes de la part du gouvernement. Car l'Iran, du fait de capacités de raffinage insuffisantes, doit racheter son propre pétrole au prix fort. Sur les 60 millions de litres consommés quotidiennement, 20 millions doivent être importés de raffineries étrangères. De ce fait, la balance commerciale de l'Iran est largement déficitaire. C'est, dit-on, le prix à payer pour maintenir une croissance de plus de 7% par an et la stabilité politique du pays. Mais c'est loin d'être la seule raison.
car 75% des Iraniens ne possèdent pas de véhicules. Retour vers Téhéran, retour également sur la spéculation immobilière et les tours immenses qui poussent comme des champignons dans le ciel de la capitale. L'architecte de Téhéran m'expliquait que la plupart d'entre elles étaient commanditées par des mollahs, partie intégrante du pouvoir. Yallah. Yeah. Thank you. So, okay. No. Team medicine. La solution au problème, évidente et immédiate, consisterait à augmenter le prix des carburants. Mais cette proposition est régulièrement rejetée par les parlementaires iraniens. Plus grave, le prix du pétrole iranien est à l'origine de l'apparition de puissants groupes armés aux frontières afghanes et pakistanaises. Il faut dire qu'à 10 centimes le litre, il coûte 5 fois moins cher qu'au Pakistan et 6 fois moins qu'en Afghanistan. Le mot contrebande est faible. On estime que chaque jour, plus de 5 millions de litres de pétrole iranien sont détournés, ce qui correspond à environ 18% des besoins quotidiens du Pakistan. Ces groupes sont puissants et organisés, et il est difficile de juger jusqu'à quel point ils influencent le vote des parlementaires iraniens. Une chose est sûre, cependant, ils sont eux aussi les principaux acteurs du boom immobilier de la capitale. Pour contourner le vote du non à l'augmentation du prix du pétrole, les derniers gouvernements ont tenté des voies parallèles. Mais en voulant augmenter les capacités de raffinage, ils se sont heurtés au blocus économique américain qui impose de fortes amendes à qui investirait plus de 20 millions de dollars dans le pays. Dernièrement, le président Ahmadinejad a relancé le programme d'énergie nucléaire iranien, faisant la une de l'actualité. Il permettrait au pays de se libérer de sa dépendance pétrolière et d'alléger sa facture énergétique. Mais là encore, ce projet est toujours bloqué, soit du fait de pressions de pays occidentaux pour des raisons soi-disant sécuritaires, soit par les parlementaires iraniens eux-mêmes. La République islamique et ses privilégiés se maintiennent au pouvoir par la force. La religion n'est plus que le prétexte d'une police religieuse musclée qui réprime une réalité contraire à l'image que veut donner le pouvoir. De par sa politique énergétique, l'Iran est aujourd'hui tout à la fois un des plus grands producteurs de pétrole et un pays largement déficitaire, à commencer par le carburant. La caricature que l'on fait de l'Iran est confortable pour tout le monde. Elle permet aux Occidentaux de légitimer le blocus économique et l'opposition à son programme d'énergie nucléaire. Les fondamentalistes de l'axe du mal apparaissent donc finalement comme les meilleurs associés, de circonstances mais efficaces, des pétroliers occidentaux. Ils leur permettent d'engranger des bénéfices importants. L'Occident opportuniste profite des intégristes. Cela ne l'empêche pas, et paradoxalement, de stigmatiser et dénoncer officiellement à son opinion ces mêmes intégristes comme une menace à la démocratie. Staline disait que la vérité est un mensonge qu'on n'a pas encore découvert. Parole d'expert. Les Iraniens, eux, savent qu'on leur ment. Ce n'est pas le cas de tout le monde.